Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Rien de nouveau, c'est ainsi qu'on perçoit la mascarade de remaniement ministériel qui a eu lieu cette semaine. Aucun développement possible ne peut être attendu de ce cabinet. Pire, ce gouvernement risque de mener la prochaine présidentielle vers un véritable imbroglio politique et le chaos. Les 3 représentants des partis politiques au sein de la commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration du cadre juridique du processus électoral malgache ont été élus. Le parti au pouvoir HVM n'a pas eu de candidat. Cette commission est une tribune pour apporter des améliorations dans l'encadrement juridique du processus électoral malgache, affirme le membre du bureau politique du parti Malagas Mermieng, élu représentant du groupement Armada au sein de cette commission. Le coup d'envoi du premier tour de la présidentielle a été donné samedi à midi par certains électeurs d'outre-mer. La métropole devant attendre le lendemain pour départager les 11 candidats de ce scrutin placés sous haute sécurité après l'attentat des Champs-Élysées. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer, rien de nouveau. C'est ainsi qu'on perçoit la mascarade de remaniement ministériel qui a eu lieu cette semaine. Aucun développement possible ne peut être attendu de ce cabinet. Pire, ce gouvernement risque de mener la prochaine présidentielle vers un véritable imbroglio politique et le chaos. Tout de suite les détails dans l'éditorial de Boazarezanatsu. Le président Radjounarman Pian a voulu faire du nouveau avec du vieux en procédant à une mascarade de remaniement. Ce léger toilettage gouvernemental a suscité de nombreuses déceptions. Il a en tout cas été interprété comme un manque de témérité du chef de l'État. En effet, si tous s'attendaient à plus de fermeté dans la lutte véritable contre la corruption et la mise en place de l'État de droit, force a été de constater que le changement effectué s'est borné, ni plus ni moins, qu'à remettre en selle certains individus n'ayant fourni aucun résultat tangible de leur efficacité, mais qui ont plutôt excellé dans divers abus de pouvoir. Après l'arrestation de la conseillère spéciale du chef de l'État, une nouvelle donne s'était plus ou moins dessinée, avec l'expectative d'un remaniement ministériel où devaient être écartés aussi bien le Premier ministre, les ministres soupçonnés d'avoir contribué à l'évasion de Claudine Razemamound, tels que le ministre de la Justice, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique, le ministre du Transport et le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Mais le chef de l'État n'a pas osé aller jusqu'au bout. Ce sont d'autres fusibles qui ont sauté. Une mascarade de remaniement a été faite, un peu comme pour faire croire à la population que le pouvoir avait réagi et que ceux qui restaient en place étaient des innocents. Ce gouvernement est donc le gouvernement de combat censé mener le pays vers la prochaine présidentielle. Mais ce gouvernement de combat ne va pas se battre pour développer le pays. Il va plutôt mener un combat féroce pour maintenir les tenants actuels du pouvoir à leur siège. C'est la raison pour laquelle un nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation n'a pas été nommé. Cela va permettre aux tenants actuels du pouvoir de maîtriser les arcanes du pouvoir des régions aux communes, incluant notamment les préfets de région, les chefs de district, les chefs d'arrondissement et surtout les chefs Ouktani. Dans un tel contexte, inutile de parler de démocratie et d'état de droit dans le pays. Mais le non-respect avéré des lois au niveau de toutes les instances dirigeantes nécessite au plus vite la mise en place du contre-pouvoir tel que prévoit la Constitution, c'est-à-dire de l'opposition parlementaire. La mise en place de l'opposition parlementaire ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde. Elle est bénéfique aux partenaires financiers et à la population tout entière qui vise un mieux-être du peuple malgache.
Toujours dans ce contexte, les 3 représentants des partis politiques au sein de la commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration du cadre juridique du processus électoral malgache ont été élus. Le parti au pouvoir HVM n'a pas eu de candidat. Cette commission est une tribune pour apporter des améliorations dans l'encadrement juridique du processus électoral malgache, affirme le membre du bureau politique du parti Malagas Mermieng, élu représentant du groupement Armada au sein de cette commission. Lili Rabiat. Tera Ranjia Tsarafar du groupement Armada, Ivra Marzoun du parti Avi et Yanta Ranjia Mananjant du parti Thèse vont représenter les partis politiques au sein de la commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration du cadre juridique du processus électoral malgache. Les candidats ont été au nombre de 11. Le parti au pouvoir n'a pas présenté de candidat. Les membres de cette commission auront pour mission d'étudier les améliorations apportées dans l'encadrement juridique du processus électoral malgache, explique le représentant du groupement Armada. Pour nous, c'est très simple, c'est juste l'application des lois fondamentales comme la Constitution, les lois, les codes électoraux qui vont sortir pour que personne ne peut plus manipuler ni à leur guise ou à leur humeur les textes en vigueur. Il ne faut pas oublier que le Malagas Mermieng, durant les présidentielles, est victime d'un recours qui n'a jamais été jugé jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est une chose qu'on voudrait éviter dorénavant. Et c'est pour ça qu'on entre dans cette commission consultative pour faire entendre notre voix. Le membre du bureau politique du parti Malagas Mermieng a touché mot sur la position du parti par rapport à la conjoncture. L'événement qui retient le souffle de tout le peuple, tout un peuple aujourd'hui, c'est ce cas Claudine Razemamounzi. C'est un cas flagrant de protection des gens qui dilapident le pays. C'est un fossé, une fracture que le gouvernement est en train de mettre entre eux, du régime, et le peuple, et les autres forces vives de la nation. Et là, on voudrait quand même souligner que ce n'est pas le fait de changer quelques têtes au sein du gouvernement qui vont arranger cette situation. Heureusement que le Bianco a pris ses responsabilités, la chaîne pénale a pris ses responsabilités, mais on sait que le gouvernement, le régime veut à tout prix protéger cette action flagrante de détournement des deniers publics, favoritisme et consorts. Cette commission consultative de réflexion est désormais fonctionnelle. Elle est composée du président de la CENI, un représentant du ministère de l'Intérieur, un représentant du ministère de la Justice, un représentant du ministère des Finances et du Budget, un représentant du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, un représentant du Bianco, un représentant du Samifin et des représentants élus des organisations de la société civile et ceux des partis politiques. Toujours dans ce contexte politique, le remaniement technique du gouvernement qui a eu lieu cette semaine ne convient pas à la nécessité du pays et de la population, réitèrent les sociétés civiles et analystes politiques que nous avons interrogés. Un autre remaniement devrait encore avoir lieu selon les explications, surtout dans le secteur de la justice et aux responsables impliqués dans l'affaire Claudine Razemamounzi. Fezou Rafali. Le remaniement de jeudi dernier n'est pas conforme aux attentes des sociétés civiles et de la population, réitère le mouvement Rouille. Surpris par ce changement, ils affirment que leurs recommandations n'ont pas également été prises en compte. On doit avouer qu'on a été surpris par rapport à ce remaniement, du timing, mais également des gens ou des secteurs qui ont été changés. Par rapport à ça, donc, on ne s'est pas attendu des remaniements au niveau de ces 4 secteurs. On a déjà lancé des recommandations, plusieurs recommandations sur quel secteur on devrait apporter des améliorations, par exemple au niveau de la justice, au niveau de la sécurité publique, au niveau de la décentralisation. Donc ce sont des secteurs qui méritent donc des améliorations. Suite aux dossiers brûlants qui ont eu lieu dans le pays, Zacharias Patrick, analyste politique, réitère qu'un remaniement politique est indispensable, en commençant par le changement du chef du gouvernement, qui produira par la suite des effets en cascade.
En principe, un remaniement ministériel a deux types. Il y a le remaniement technique, le cas actuel, par exemple le changement de quelques têtes des ministres au niveau du gouvernement. Et il y a ce qu'on appelle le remaniement politique, ce qui est de grande ampleur, le cas de scandale comme ce que nous avons constaté ici à Madagascar pour l'affaire de Claudine. Donc, dans ce cas-là, ça aurait dû être un changement à la tête du gouvernement et et des effets en cascade, le changement de quelques têtes de ministres impliqués dans l'affaire. D'après les explications, des mesures devraient être prises pour les membres du gouvernement ainsi que les autres personnalités impliquées dans l'affaire Claudine Razema Mounds, à savoir les responsables auprès du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le ministère de l'Éducation nationale, où il y a eu détournement et où Claudine Razema Mounds a octroyé plusieurs marchés publics. Au niveau du ministère des Finances et du Budget, ainsi que ceux qui ont accordé le décaissement. Au niveau du ministère de la Santé publique et du ministère de la Justice. Et puis toujours dans l'actualité, les conditions sont remplies pour pouvoir porter l'affaire Antsakabar auprès des instances internationales. Selon un juge international, le droit humanitaire est considérablement bafoué à Madagascar, selon elle. Muramant. La violation de la loi et des droits humanitaires ne cesse de se produire à Madagascar. Pourtant, les autorités restent paralysées et incompétentes face à cette situation. Le problème d'Antsakabar ne peut être résolu face à un manque de volonté politique et le non-respect du principe de la séparation des pouvoirs. En ce qui concerne l'affaire Antsakabar, une instance internationale est requise selon les explications. Nous pensons que, puisque l'État ne fait rien, puisqu'on ne sait rien d'Antsakabar jusqu'à maintenant, nous ne savons pas où en est la procédure et si les personnes ont été arrêtées ou non. Normalement, ils devraient être arrêtés et devraient subir un interrogatoire serré. On devrait savoir qui est à la tête, on devrait savoir qui est le donneur d'ordre. On n'en sait rien jusqu'à maintenant. Donc, la loi internationale dit que s'il y a une volonté affichée du gouvernement de ne faire aucun effort pour réaliser l'enquête, ou s'il y a non seulement la volonté, et s'il y a une l'incompétence de la justice, alors on pourrait aller vers une enquête internationale. Nombreuses sont les affaires qui devraient passer au niveau des juridictions internationales, telles que l'affaire Claudine, les Bois de Rose, la corruption, les Daal et beaucoup d'autres. Page sociale maintenant, le pays est actuellement en difficulté dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le problème réside dans les lacunes constatées au niveau de l'enseignement qui impactent sur le développement du pays. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation se tiendra du 23 au 29 avril prochain. Reportage. L'objectif 4 des objectifs de développement durable qui est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie est loin d'être atteinte pour Madagascar. Les lacunes persistent dans la qualité de l'enseignement et les conditions des enseignants. Pour la première fois cette année, les gouvernements devront rendre compte et évaluer la mise en œuvre ainsi que les progrès enregistrés dans le cadre de l'ODD. Dans ce contexte, la société civile doit aussi exercer davantage de plaidoyer de son côté. Il y a 20 doléances et ces 20 doléances les plus pointées sont les conditions des enseignants et la valorisation même du métier des enseignants. Tâche à faire parce que, vu que la petite enfance à Madagascar, ça commence, il y a eu un essor actuellement, mais ce n'est pas encore fréquenté, ce n'est pas encore à la disponibilité de tous les enfants malgaches. Donc il y aura déjà à ce niveau-là un écart. Pour le niveau primaire, secondaire et l'université, ce n'est pas tous les enfants qui vont à l'école primaire qui pourront être à l'université. Donc, il y a des fléaux à chaque niveau d'enseignement.
À titre de rappel, l'Office national de l'enseignement privé a détecté 600 écoles privées illicites l'année dernière. L'ONEP effectue actuellement l'assainissement pour dénigrer les écoles privées illicites. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation débutera ce 23 avril et prendra fin le 29 avril prochain. L'objectif de cet événement est d'arriver en 2030 à la conscientisation du public sur l'impact économique et les bénéfices d'une éducation de qualité, gratuite et équitable, financée sur fonds publics. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le coup d'envoi du premier tour de la présidentielle a été donné samedi à midi par certains électeurs d'outre-mer. La métropole devant attendre le lendemain pour départager les 11 candidats de ce scrutin placés sous haute sécurité après l'attentat des Champs-Élysées. Reportage de France 24. Pour cette présidentielle, ils seront 11 candidats pour un fauteuil. 45,6 millions d'électeurs sont appelés à les départager. Pour mettre son bulletin dans l'urne, 69 245 bureaux de vote seront mis à disposition. En attendant, en coulisses, on s'active. Dans cet entrepôt de la banlieue bordelaise, les urnes et les bulletins sont prêts à être transférés dans les différents bureaux de vote. À Nancy, cette école maternelle se transforme peu à peu en centre de vote. Alors ici, nous avons tous les bulletins de vote qui vont être installés. Ici, la table de les assesseurs, l'urne qui est installée ici, les signataires et le chef de salle. Les isoloirs et bien sûr les isoloirs pour les handicapés. Le scrutin ouvre aujourd'hui pour les Français d'Amérique et dans la plupart des dom-toms. En métropole, ce sera demain. Les bureaux seront accessibles dès 8h jusqu'à, et c'est une nouveauté, 19h, sauf dans les grandes villes où ils fermeront à 20h. Sous la Ve République, aucun candidat n'a été élu au premier tour. Les deux finalistes s'affronteront dans un second tour le 7 mai. Le nouveau président de la République sera investi au plus tard le 14 mai, date d'expiration du mandat de François Hollande. Et puis enfin, 48 heures après l'attentat des Champs-Élysées à Paris qui a coûté la vie à un policier le 20 avril dernier, plusieurs éléments de l'enquête posent question sur le profil du tueur et son éventuel lien avec l'État islamique. C'est un reportage de France 24. Perquisition au domicile du tueur, à Chelles, en région parisienne. Le pavillon de ses parents, où il vivait depuis sa sortie de prison il y a 18 mois. 3 personnes de son entourage ont été placées en garde à vue. Le voisinage a toujours du mal à croire qu'il est à l'origine d'un tel drame. Il a passé toute sa vie en prison, mais vraiment pas quelqu'un de Daesh ou de radicalisé. Vraiment rien à voir avec tout ça. Renfermé, isolé, il devait avoir la haine de la police, celui-là. L'homme, âgé de 39 ans, était connu des autorités, condamné à 4 reprises, notamment en 2005 à 15 ans de prison pour tentative d'homicide volontaire sur un policier de Seine-et-Marne. Il a aussi été arrêté le 23 février dernier pour avoir proféré des menaces de mort à l'encontre des forces de l'ordre. Devant elles, il fait même l'apologie des derniers attentats, mais faute d'éléments probants, il est relâché. Durant ses 2 séjours en prison, il n'a jamais montré d'intérêt pour la religion. Je précise enfin que Karim Chorfi n'était pas fiché S et n'avait pas présenté tout au long de sa période d'incarcération, donc pendant une période de quasiment 14 ans, n'avait pas présenté de signes de radicalisation ou de signes de prosélytisme pendant toutes ces années de détention. En plus d'une Kalachnikov, un fusil à pompe et des armes blanches ont été découverts à bord de sa voiture laissée sur place. Des investigations sont en cours pour savoir s'il a bénéficié ou non de complicité. Un bref rappel des titres pour terminer. Rien de nouveau, c'est ainsi qu'on perçoit la mascarade de remaniement ministériel qui a eu lieu cette semaine. Aucun développement possible ne peut être attendu de ce cabinet. Et puis, toujours dans ce contexte politique, les 3 représentants des partis politiques au sein de la commission consultative de réflexion et de proposition sur l'amélioration du cadre juridique du processus électoral malgache ont été élus. Le parti au pouvoir HVM n'a pas eu de candidat. Cette commission est une tribune pour apporter des améliorations dans l'encadrement juridique du processus électoral malgache, affirme le membre du bureau politique du parti Malagas Meremieng, élu représentant du gouvernement Armada au sein de cette commission. Et puis enfin, le coup d'envoi du premier tour de la présidentielle a été donné samedi à midi par certains
électeurs d'outre-mer. La métropole devant attendre le lendemain pour départager les 11 candidats de ce scrutin placés sous haute sécurité après l'attentat des Champs-Élysées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.